Robert, bonjour. Bonjour. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans et demi à peu près. À l'époque, vous m'aviez écrit un très long texte sur le métier de taxi dont on va reparler pendant notre entretien. Et vous m'aviez raconté que vous étiez né à la campagne, donc vous êtes né le 20 mai 1926, donc vous allez bientôt fêter vos 90 ans. Alors vous êtes né à Glos-la-Ferrière, un petit village de l'Orne du côté de l'Aigle, oui, si j'ai bonne mémoire, aux confins du Calvados. Et vous m'aviez dit que vous étiez arrivé à Paris à Noël 45, donc juste après la guerre, donc vous aviez 19 ans. Et à l'époque, vous m'aviez dit tout ça, pourquoi je suis devenu chauffeur de taxi, c'est arrivé à cause d'un oncle artisan taxi à C, donc C qui est sous-préfecture de l'Ordre, possédant un véhicule au gazogène. Une tante qui vous avait dit « Pourquoi tu ne ferais pas le taxi toi aussi ?» Et vous aviez ajouté « Sans la guerre, je serais monté à Paris bien avant, je ne supporte pas la nature », ça m'avait beaucoup fait rire, les travaux de la ferme, c'est pas pour moi, la culture, pas l'agriculture. Voilà, donc... rien n'a changé. Rien n'a changé, ouais, j'imagine. Comment ça s'est fait? C'est vraiment un oncle de C qui vous dit pourquoi tu n'essaies pas de faire le taxi? Oui, parce qu'il savait très bien que j'aimais conduire. Ouais. Puis, vous aviez le permis et puis j'avais le contact. Oui, je l'avais. Et donc vous travailliez à la ferme? Oui, c'est-à-dire j'ai eu le permis de conduire à Paris par rapport à la ferme. Oui, d'accord. La ferme, mon adolescence, c'était... Ah oui, quand il vous dit pourquoi tu fais pas le taxi, vous êtes déjà monté à Paris. D'accord, d'accord. Parce que lui, il avait acheté une station-service à Paris, à Bonneuil, à côté. Alors, c'est pour ça, mais sans ça, l'adolescence, oui, c'était le 14 mai de guerre, et puis voilà. Donc vous arrivez à Paris à Noël 45, voilà, et avant de devenir... Avec lui. C'est lui qui vous emmène. Exactement, d'accord. Et lui, il n'était pas taxi. Si, c'est lui. Il était taxi. D'accord. Ah oui, il était taxi à C. Il a roulé au gazogène. D'accord. Et donc, entre le moment où vous arrivez à Paris et le moment où vous devenez chauffeur de taxi, qu'est-ce que vous faites? Il se passe combien de temps à peu près? Eh bien, alors, en 46, c'était le service militaire. Ouais. En 47, je suis revenu un peu chez mon oncle et j'étais travaillé à Évreux chez un transporteur. Ouais. En 48, je suis revenu chez mon oncle, là j'ai travaillé chez un transporteur, transport avec un camion ben, on emmenait le personnel à l'époque dans des bennes, c'était incroyable. Oui, c'était après la guerre, quoi. Oui, parce que maintenant ce serait défendu, ce serait normal. Ce serait plus réglementé. Savez-vous qu'une fois je suis parti, il y avait 53 gars de la porte d'Orléans dans une benne de 40 cm de haut. Quand on y pense, c'est dingue, parce qu'il y avait eu grève des bus, et les gens savaient que j'allais à la ville à Coublet. Ils montaient d'office dans le camion, je n'allais pas prendre un breton, puis les... En fait, ça, c'est sans le savoir, c'était la prémonition. Vous allez devenir chauffeur. C'est la première fois que vous avez transporté des gens. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc votre première course, si on peut dire, c'était dans une benne avec 56 personnes. C'est génial, ça. Ça a duré 3-4 jours. Oui, voilà, d'accord. Et donc, vous avez toujours travaillé, avant d'être taxi, vous avez toujours travaillé dans la conduite, quoi. Dès que j'ai eu mon permis, je reconnais que j'aimais ça, et j'aime toujours. Oui, bah oui, parce que... Oui. Et donc, comment ça s'est passé? Vous avez avant de devenir taxi, vous avez un apprentissage, vous avez suivi les cours du soir. Ma tante qui tenait un bazar à Paris, avait un fournisseur d'articles de ménage en gros, parce qu'à l'époque, vous savez, les lessiveuses, on en vendait. Il n'y avait pas encore la machine à laver. Non, pas du tout. C'est ceux qui ont inventé la lessiveuse à bord, que l'autre, ça ne me pas, à bord verseur. D'accord. Voilà. Et ils m'ont dit oui, d'accord, pour lui. J'ai eu la chance d'avoir une camionnette flambante neuve, et à l'époque, c'était rare. Ils m'ont fait confiance. Bon. Et puis c'est parti comme ça. J'étais le seul employé de la maison. Et alors, ça a duré une bonne année. Et puis j'ai appris et c'est là qu'après, ma tante aussi m'a dit pourquoi tu n'es pas poussé à faire le taxi. Mais d'ailleurs, il venait de redonner des CAP qu'en février 1950. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre, il y avait presque pas de taxi. Ça avait disparu, la profession. Oui, non, donc il a fallu reconstruire tout ça. Il était au gazogène, oui, totalement, bien sûr. La G7, tout ça, les voitures étaient au garage, et puis c'est tout. Mais
C'était l'âge d'or du métier. Il y a eu la limitation de carburant jusqu'au 31 décembre 1949. Ah oui. Pour l'alimentation, ça allait mieux, mais 49. Et c'est pour ça qu'en février 50, la commission d'examen s'est recréée. Moi, je l'ai passé en avril-mai, je ne me rappelle plus. Et le 23 juillet, j'étais parti. Ah oui, ça a mis du temps quand même. La France s'est pas reconstruite en carburant. Oui. Et puis c'est que tout le monde voulait rouler. Oui. Et alors, donc, votre première voiture, si j'ai bonne mémoire, c'était une grosse Renault 9 places de 1938 que vous aviez racheté un chauffeur qui faisait jusqu'à la guerre le taxi collectif sur la ligne Porte de la Chapelle, Épinay-sur-Seine. Alors, si on parle de ça maintenant en 2016, de taxi collectif, les gens qui vont vous regarder, vous écouter sur le site, et ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y avait des taxis, c'était quoi les taxis collectifs? Oui, il y a eu une quantité de lignes avant la guerre. C'était des lignes de taxi, donc comme oui, alors il allait aux limites de la Seine-et-Oise. Parce qu'il y a toujours la fameuse départementalisation. Alors le mien, il faisait, puisqu'il habitait Épinay-sur-Seine, il faisait Porte de la Chapelle, on appelle le signe d'Anguin. Vous savez, marqué Épinay, c'est bien comme ça. Et après la guerre, il y avait Porte d'Orléans, Antony Massy, là-bas aux limites, toujours pareil. Et après la guerre, il n'y a que 2 lignes qui se sont créées. Ce qu'on a appelé la Suresnes-Maillot, c'est-à-dire Porte-Maillot, le haut de Suresnes, là-bas qu'on appelle la Cité-Jardin à Suresnes, vous avez entendu parler, autrement dit, l'hippodrome de Saint-Cloud. Oui. Pareil, hein. Et celle qui était très importante, c'est celle qui faisait Porte de Saint-Cloud, Versailles, et auquel la RATP a essayé par tous les moyens de la faire disparaître. Ah bon? Et, tenez-vous bien, c'est les parlementaires de gauche comme de droite, mais on sait très bien que dans les Yvelines, il y en a certainement plus de droite. C'est plus à droite. Qui sont intervenus pour eux, pour les maintenir. D'accord. Parce que là, la place assise était assurée, et puis le Cochéan, le collègue, a arrêté. Il ne faisait pas des tours. Donc la RATP a fait pression, ça ne s'appelait pas la RATP à l'époque, mais non, TCRP. La TCRP a fait pression pour que ces lignes-là ne continuent pas. Et alors donc, ils l'ont... D'accord. Et ça durait. Et puis, la nouvelle génération, pour le Palais de Versailles, parce qu'il y avait une discipline qu'il fallait observer là-bas. C'est très, très encadré. Oui, progressivement. Ils ont fait. Alors, ces taxis collectifs, bien sûr, sont revenus avec nous. Ils avaient des autorisations de la ville de Paris. Ils sont revenus avec nous dans la ville, et puis ça s'est noyé comme ça. D'accord. Oui. Alors, pour les reconnaître, il suffisait d'avoir. C'était le numéro au-dessus de 15 000, et c'est tout. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Et donc au début, vous n'étiez pas à votre compte, vous étiez artisan. Ah oui. Comment ça se passe? Non, j'étais salarié. Alors j'ai été salarié donc du 23 juillet au 31 décembre 1950. 50, c'est voilà. Ça. Et vous mettez à votre compte le 1er janvier 1951. C'est ça, parce qu'il y avait eu entre-temps la procédure de la commission paritaire qui décidait ça, parce que les syndicats veillaient qui vous accordaient le droit de... Exactement, que tous les papiers soient bien conformes, qu'il n'y ait pas de passe-droit, que tout soit légal. Donc il fallait acheter, concrètement, il fallait acheter une licence. Oui, et moi à l'époque, obligation de prendre la voiture. C'est pour ça que j'avais d'acheter la voiture avec. La licence plus la voiture. Oui, d'accord. Parce que maintenant, c'est plus comme ça. Ah non, ça n'a même pas duré bien longtemps après moi. D'accord. Oui, ça n'a même pas duré bien longtemps. C'est un peu comme pour un magasin, le fond et les murs. Bon, alors maintenant, pour la voiture, c'est facultatif. Ceux qui veut vendre la voiture... D'accord. Vous pouvez acheter uniquement la licence. C'est ça. Mais à l'époque, c'était combien? C'était les francs, les anciens francs, évidemment. Des francs. Oui, mais attendez, ça dépendait beaucoup de l'état de la voiture. C'est ça. Oui, d'accord. Oui, parce que les voitures, il y en a qui se sont trouvées... pendant les années de guerre, elles ne se sont pas rangées, les voitures, d'abord. Et beaucoup d'artisans se sont pas remis en route tout de suite à cause du manque de voitures. Oui, c'est ça. Alors il y en a qui travaillaient dans les usines, qui avaient pris des grades, enfin il y avait mis un motif pour qu'ils ne sont pas revenus tout de suite. Les usines tournaient pas encore, les usines de voitures ne tournaient pas encore à plein régime. Ah non, mais pendant la guerre, ils s'étaient mis... Non, puis ça a commencé, mais il y avait de la demande dans les voitures. Alors j'ai lu, en parlant de voitures, dans le livre qui fait autorité là, de Alain Estival, Taxi, ce métier méconnu, il y a une photo de vous. Vous êtes présenté comme une figure du métier. Et on vous voit en photo devant une rutilant Peugeot 203 noire. Alors ça se passe en 1952. Donc la question que je me posais, c'est que combien de voitures, pendant votre carrière de taxi, qui a quand même duré... 48 ans.
55 ans 48. 48 ans. Vous avez eu combien de voitures, vous vous en souvenez? Oh non, je ne vais pas compter. Au moins une dizaine? Oh, c'est le minimum, oui, ouais, c'est le minimum. Quand on est taxi, on change de voiture le plus vite possible. Non, il n'y a pas de règle générale. Non. Mais là, j'ai eu 203 de suite. Ah ouais, oui, parce que la voiture que j'étais obligé de prendre là-bas, 9 places assises, c'était bien gentil, mais c'est qu'elle consommait dans les rues de Paris, puisque moi je suis Paris, elle consommait beaucoup de carburant par son poids déjà. Oui. Et alors donc, dès que j'ai pu avoir une 203 d'occasion, eh bien, qu'on s'estimait heureux, eh bien, j'ai les pris, et après, ça s'enchaînait avec 2 autres 203, et puis après, ça a été le cycle de chez Peugeot, quoi. Alors, on la montrera sur le site L'Esprit Bénuchot, la fameuse photo de la 203. Alors là, moi, ce qu'on voudrait, vous laissez enfin, si vous pouvez l'enlever, vous l'enlevez. D'accord. Et donc, on a vu comment vous avez démarré dans le métier. Oui. Et tout de suite, ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaisait, à part le fait de conduire? Vous aimez bien conduire, vous avez toujours aimé conduire. Qu'est-ce qui vous plaisait d'abord, à part le fait que vous étiez avec le contact. Pas de patron sur le dos, ça c'est important. Oui, et le contact. Oui, le contact. Et puis, vous savez, même quand on est taxi salarié, hein, on n'a pas le patron sur le dos, puisqu'on prend la voiture le matin, on la ramène le soir. Mais ce qu'il ne faut pas ramener parallèlement, c'est une recette. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'après, dans les grands garages, ils font la moyenne, puis si vous êtes en dessous de la moyenne, on vous dit, dedans, il faudrait faire un effort. Donc vous n'avez pas le patron sur le dos, mais il est quand même là le soir. Il faut quand même travailler. Pour moi, ça n'a pas été un problème. Non, pas du tout. Mais enfin, ce serait trop long à raconter, mais enfin, vous savez, avant la guerre, il y avait des gars qui... j'en ai entendu des échos. Oui, à commencer de bonne heure comme ça. Il y a des types solides, quoi. Oui, oh là là. Mais alors, c'est un métier, alors chauffeur de taxi, si j'ai bonne mémoire, ça démarrait dans les années, mettons, au moment de la Première Guerre mondiale. On a un gros arrivage les Russes blancs, quoi. Après mais c'était des gens parfaitement corrects, parce que c'est qu'il avait un sérieux bagage d'instruction. Et comment ça se fait que ces gens-là sont devenus chauffeurs de taxi? Ils sont arrivés au bon moment où ça commençait? Oui, c'est ça, et puis on leur a proposé ça, et ils ont dit pourquoi pas. Et puis peut-être aussi, venant de leur pays, comme ils se destinaient à des professions libérales, avocats, docteurs et tout ça, ils n'étaient pas tellement habitués avec les patrons, peut-être. Oui, d'accord. Oui, c'est pour ça. Et puis bon, taxi, c'est vrai que c'est un métier où on a des relations humaines. C'est ça, puis se rencontrer entre eux. Et d'ailleurs, dans la police des taxis qu'on appelle les beurs, je crois que c'est un mot qui vient du russe. Le mot beurs. Je ne sais pas, ils en parlaient l'autre jour. Je crois. Parce qu'on dit boer, mais enfin c'est les boers, ils en parlaient l'autre jour. Je sais pas. Et alors, après-guerre, dans les années 50, quand vous avez démarré, il y avait déjà, on appelait ça les boers, la police des taxis. Ah oui. Alors, je suppose qu'ils n'avaient pas du tout le même rôle qu'elle a maintenant, parce que maintenant, en 2016, on a eu les VTC, les Uber, donc on fait la chasse aux faux taxis. Et c'était quoi leur travail? Alors, les boers ont été créés seulement en 1938, quand il y a eu la limitation des heures de travail. D'accord. Oui, c'est le rotateur. C'était quoi l'horaire de travail par Alors, 10 heures les salariés, 11 heures les artisans. Parce que les artisans... Vous n'aviez pas le droit de travailler plus? Ah non, puis il y avait ce qu'on appelait le mouchard, le rotateur, qui était là. Et donc... Il y avait un rotateur dans chaque taxi? Ah ben bien sûr. C'était l'ancêtre de la boîte noire, en fait. Si vous regardez sur la photo, là, vous le verrez. Et on ne pouvait pas truander avec ça, on ne pouvait pas tricher. Et si vous vous posez la question... Vous allez dire, dans la voiture, le volant est à gauche. Oui, ça j'avais remarqué. Ça. Et pourquoi le compteur? Pourquoi il est de l'autre côté? Il faut avoir le bras sacrément long pour l'attraper. Je ne vais pas dire. Et puis alors, heureusement qu'il n'y avait pas trop d'agression à l'époque, parce que vous penchez, puis le gars il vous fait un bon coup sur la tête. Et pourquoi il était de l'autre côté? C'était une bonne question, je vais y répondre. J'en attends pas moins de vous, Robert. Et bien c'est tout simplement parce que les boers se promenant sur le trottoir, par exemple, vous descendez tranquillement la rue d'Amsterdam, le boer la remonte, il voit si le compteur était dans la bonne position. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu que le lumineux qu'en 1953, et automatiquement c'était la position du compteur qui réglait. D'accord. C'était un peu comme les clignotants des vieilles bagnoles après-guerre là, qui se levaient. Là, la petite flèche. D'accord. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est tué. D'accord. Et après, ils ont fini par les mettre sur le côté gauche, c'était déjà mieux. Côté du volant. Et puis après, ça finit à l'intérieur. D'accord.
Et pour la petite histoire, maintenant, il n'y a même plus de rodateur. Ouais. Parce que c'est électronique maintenant. l'électronique, eh ben, lui, au bout de 11 heures de travail, il dit pour moi, c'est terminé. D'accord. Hein, et il exige 6 heures de repos avant de repartir une prochaine journée. Ah oui, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire un quart d'heure supplémentaire. Il faut s'arrêter. Attendez, comprenez bien que si la course est entamée... Oui, bien sûr, on ne va pas s'arrêter en pleine nature. Bon, moi je vous laisse là, j'ai fait mes 6 heures. Non, c'est comme ça maintenant. Bon. Alors, donc, mais tout le monde fait 11 heures maintenant. Oui. Alors, donc, c'est comme ça. Hein, et dans les années 50, il y avait combien de chauffeurs de taxi? Bon, pendant la guerre, c'était... Non, oui, on n'en parle pas. Avant la guerre, c'était 3 ou 4 000, je crois. Ah non, c'était plus que ça. Plus que ça? Oh, oui, je ne saurais pas dire ça. Mais après la guerre, on a eu jusqu'à combien? 10 000 chauffeurs de taxi? Oui, on peut dire ça, ouais, voilà. 10 000 environ, oui. Mais vous avez parlé des Russes, mais attendez, il y avait beaucoup aussi d'Auvergnats et de Savoyards. De Savoyards. Oui, l'Auvergne et les Savoyards. Et puis aussi, parce que la profession de chauffeur de taxi, elle a beaucoup évolué en fonction des technologies, des techniques, mais aussi des humains. Par exemple, vous allez peut-être pouvoir nous en parler, quand la guerre d'Algérie s'arrête, ah oui, c'est on a tous les gens, bien sûr, les harkis ou les gens les anciens colons, les pieds noirs qui viennent. Il y a eu beaucoup d'anciens pieds noirs qui sont devenus. Il y a deux choses différentes. Ouais. Effectivement, il y a même eu un contingent d'attribués, comme vous le dites justement, pour les rapatrier d'Algérie. C'est exact qu'il y a eu un contingent. Il y en a eu qui ont vraiment eu du mal à s'adapter. Ouais. Mais également. Ça devait leur faire un sacré changement. Passer de l'Algérie à Paris. Oui, mais ceux qui ont fait le service militaire en Algérie, et justement, il y a un petit pays dans la Mayenne, justement, qui vous est cher. Oui. Eh bien, il y en a un qui est venu, et après, il y en a 8 autres qui l'ont suivi. D'accord. Comment s'appelle ce petit pays? Désertine. Désertine, oui. C'est un peu du côté Gorée. Alors, ça, c'est une excellente transition, justement, parce que moi, je suis donc mayennais, on en a déjà parlé. Oui. Et en fait, quand j'étais petit, dans la ferme de mes parents, il y avait un monsieur qui venait 2 fois par mois, qui venait acheter du beurre, de la crème fraîche, du calvados aussi. Maintenant, mes parents sont plus là, donc il n'y aura pas de souci. Et il était chauffeur de taxi. Il était suisse, il s'appelait Monsieur Blickenstoffer, mais on l'appelait Monsieur Blicken. Alors moi, il m'intriguait beaucoup parce qu'il n'était pas bavard, et comme tous les Suisses, il parlait très lentement. Et je savais qu'il était chauffeur de taxi, donc moi, j'étais jamais allé à Paris, donc ça me fascinait. À Paris, il était suisse? Oui, à Paris. Il avait pris sa retraite dans mon patelin, là, à Madrid. Et en venant, je me suis dit, tiens, ce serait quand même incroyable que Robert vous n'avez jamais rencontré un chauffeur de taxi suisse, donc ça aurait été trop beau. Puis il y a des cantines qu'on se connaissait. Donc je me suis toujours demandé, mais comment un Suisse, alors quand j'étais petit, j'ai pas pensé à lui poser la question, comment un Suisse devient chauffeur de taxi à Paris? Et il avait fait toute sa vie à Paris, quoi. Il avait déjà l'avantage par rapport aux Russes qui pouvaient parler français. Oui, voilà, c'est ça. Alors donc, c'était toujours ça. Oui. Et donc, alors il y a un autre chauffeur de taxi qui m'intéresse, alors vous me voyez venir, c'est un certain Jules Bénuchot. Parce que si on se parle en ce moment, c'est à cause de l'esprit Bénuchot, qui est donc un roman, donc une fiction avec des personnages complètement inventés. Donc mon roman que j'ai écrit, qui va sortir bientôt. Et dans ce roman, donc Jules Bénuchot, c'est un chauffeur de taxi, donc il est sorti de mon imagination, mais il existe quand même un petit peu. Et dans le roman, à un moment, il parle d'un certain Robert. Alors, je vous lis un petit extrait. Et il dit, il y a la personne qui lui pose la question, lui dit « Comment êtes-vous devenu chauffeur de taxi, Jules ?» Donc c'est Jules Bénuchot. Il répond « Après l'Algérie, justement, j'ai été coursier, comme je vous l'ai dit. Les clients qui vous engueulent vont dire bonjour. Le patron qui paye à coup de trick, c'était pas pour moi. Taxi, c'est venu après, à cause de mon chocolat. » Alors, alors, et là, Bénuchot, il répond à la personne qui lui parle, qui s'appelle Léa. « Robert, un gars de l'homme qui détestait la campagne, comme moi, il était monté à Paris pour fuir les travaux des champs après la guerre. Il avait rencontré son épouse au chocolat Salavin à Belleville. Elle était vendeuse, il l'appelait mon chocolat. » Donc évidemment, ça, j'ai un petit peu enjolivé. Fallait voir comment ils s'aimaient tous les deux. Robert, c'était une figure du métier, un type épatant. C'est grâce à lui que j'ai passé l'examen de taxi. On jetait des jetons, on prenait des jetons dans des boîtes, ça c'est vous qui m'aviez dit ça, correspondant à des rues de Paris, il fallait voir les itinéraires. Ça c'est incroyable quand même, parce que il faut vraiment, évidemment, l'avoir vécu. C'était un peu comme au nain jaune où on puis j'en ai fait des commissions d'examen, moi, en quantité. Donc on vous donnait une boîte avec des jetons, il fallait reconstituer des itinéraires. Il y avait une boîte pour tirer les rues.
Et c'était en fonction des rues que vous aviez sorties que les membres de la commission bâtissaient des examens. Généralement un long et un court. Et après, il y avait une boîte pour tous les spectacles et tout ça, les cinémas, les Guido, etc. Et il y avait une boîte pour la banlieue, les portes et tout ça. Et puis, il y en avait encore une autre, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais enfin, c'était ça. Oui. Alors, je reprends la lecture, donc on est dans le roman. Taxi, on rencontre beaucoup de gens entre 10 et 15 courses par jour. Alors tout ça, évidemment, je ne le savais pas, c'est vous qui me l'avez dit, puisque on s'est rencontrés. Mais les clients, on les voit surtout dans le rétro. Alors ça, j'ai adoré cette formule-là, c'est même le titre du chapitre. L'humanité dans mon rétroviseur. Comme disait Mon Chocolat. Donc, dans le roman, Mon Chocolat, c'est Robert, donc c'est un petit peu vous. Tu pouvais avoir de longues conversations avec des clients sans voir leur visage. Ah oui, un sacré métier. Les collègues venaient de tous les horizons. J'en ai même connu un qui possédait un cargo. Ça, je me souviens, vous l'avez dit. C'était qui ce type? Comment un type qui possède un cargo devient chauffeur de taxi? C'est incroyable. Si on raconte ça aux mômes dans les écoles, maintenant, ils ne vont pas nous croire. Bon, et s'il a une maîtresse à Paris? Ah, bah oui, c'est pratique. Non. Vous savez, vous avez réponse à tout. Il m'énerve. Et il y en avait un autre aussi, alors qui avait perdu sa licence au poker. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'un type, la licence, c'est quand même pas rien, ça coûte de l'argent. Il va jouer sa licence au poker. Alors, je termine la lecture. Taxi, soif de liberté, esprit d'indépendance, employé ou artisan au choix, ça attire du monde. Liberté, oui, mais à quel prix? Donc là, c'est Bénuchot qui parle, mais c'est un peu vous. Des journées de 13 heures à crever la plaque. C'est 11 heures, en fait. Alors, crever la plaque, c'est l'argot du taxi. Ça veut dire bosser comme un malade, quoi. Pour un salaire pas bien mérifique, il fallait vraiment aimer le métier. J'ai fait le TACO 4 ans, donc ça, c'est Bénuchot qui parle. Mais là, on quitte Bénuchot. Donc, l'humanité dans le rétroviseur, vous m'aviez dit que c'était un de vos collègues qui avait employé cette formule-là. Là, je l'ai trouvé je l'ai vu sur une sélection du Radar Digest. C'est ça, oui, parce qu'en fait, c'est quand même assez étrange, chauffeur de taxi, parce que c'est un des métiers où on rencontre, à part commerçant qui a une épicerie ou une boutique, vous passez votre vie avec des gens, vous échangez des paroles avec eux, vous voyez quasiment pas leur visage, et vous le voyez par l'intermédiaire du rétroviseur. Exactement. Et toutes les couches. Et c'est la même chose pour toutes les couches sociales. Les couches sociales dans une journée. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, même si bon, les ouvriers ne doivent pas souvent prendre le taxi, mais... ça dépend, oui. N'est-ce que quand ils partent ou qu'ils viennent de vacances, vous savez, il y a tellement de motifs, tout ça. Non, et puis attendez, on avait des tarifs qui étaient vraiment pas chers. Oui, ça a changé. C'était tellement en bas. C'était vraiment pas cher par rapport à maintenant. Ah non, oui, ça, surtout les heures d'application des tarifs. Moi, j'ai été 33 ans conduire en banlieue sans toucher de retour. Ah oui, c'est ça, c'est intéressant. Parce que maintenant, il y a le retour, vous allez en banlieue, vous payez le retour. Alors, il y en avait un peu le soir, mais c'était des sources à discussion à n'en plus finir. Et ça date de quand? Ça a été modifié dans les années 50? Je l'ai lu dans la lettre que vous m'avez envoyée. Je ne me rappelle plus quand est-ce que ça a été modifié. Ça a dû vous changer la vie quand même, parce que... Vous prenez ma date de naissance, puis vous enlevez 33 ans, et puis vous aurez l'année. D'accord. Ça, fallait s'y faire. Surtout moi qui faisais le soir. Et donc, l'humanité dans le rétroviseur pour le chauffeur de taxi, mais le client, la personne qui monte dans le taxi, c'est aussi un peu la même chose, mais à l'inverse. On voit la nuque du chauffeur de taxi, on le voit aussi dans le rétroviseur quand il échange des regards. C'est parce que le chauffeur, il faut qu'il regarde devant lui aussi. Voilà, c'est ça. Et surtout, maintenant, pire que jamais. Alors, c'est intéressant ça, parce que sauf si vous faites des longues courses, mais les longues courses, c'est plutôt, vous avez dû en faire pour aller en province. C'est très rare. Mais vous passez peu de temps avec un client. C'est entre 10 minutes et 20 minutes. À peu près. Oui. Mais vous avez le temps, parfois, j'imagine, de connaître la vie. Il y a toute une vie qui rentre dans votre véhicule. Et est-ce que ça vous est arrivé de décharger un client et de vous dire ce type-là, je le connais beaucoup mieux que ce qu'il peut imaginer, de savoir plein de choses de sa vie? Oui, est-ce que les gens se livrent, la question que je voulais poser, c'est est-ce que les gens se livrent beaucoup, en tout cas à l'époque où vous étiez chauffeur, vous avez pris votre retraite en 98, est-ce que les gens se livraient beaucoup, racontaient beaucoup? Oui, beaucoup plus. Maintenant, j'en suis à peu près persuadé. Oui, parce que maintenant, on va pas tourner autour de la question, il y avait beaucoup plus d'Européens à l'époque. Oui, voilà. Alors donc, et puis la mentalité de la jeune génération a changé aussi. Oui, voilà, c'est ça. Puis on prenait plus le temps peut-être aussi. Maintenant. Maintenant, il y a toujours quelque chose qui...
faites vite, mais maintenant, vous savez, il faut faire vite à Paris. Je les plains, les collègues d'ailleurs, tout de suite, vous savez, qui... Oui, alors, ça, bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais c'est vrai que le métier a vraiment beaucoup évolué. On a eu les VTC qui sont arrivés il y a une dizaine d'années, les applications Uber. Là, eux, ils tuent le métier, là. Oui, oui, non. Et puis, attendez, Uber, on peut dire un mot. Et puis, non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est au plan national, international, voire mondial. Puisqu'ils sont même en Inde. Alors donc, c'est quelque chose. Bon, alors, en France, ça a débuté surtout sur le littoral méditerranéen. Bon, ils n'y ont pas trop fait attention ou quelque chose. Et puis, chemin faisant... Autour des grands hôtels, tout ça, c'était... Tout le littoral, d'abord. C'était plus facile de faire de la maraude. Toute la Riviera, tout ça. Et puis, vous savez, il y a quand même une clientèle là-bas qui a de l'argent, tout au moins, on le suppose. Et etc. Et puis, ça... C'est comme ça que ça s'est enchaîné, quoi. Et à Paris aussi. Et puis maintenant, maintenant qu'ils ont mis le pied dans la maison, ça ne va pas être facile. Pourtant, il y a 6 mois, 1 an, quand il y a eu les grandes manifestations, pas celles de février, là, moi j'avais cru comprendre que Uber c'était interdit. Ils sont revenus par la fenêtre, en fait. Moi, je pense qu'Uber, c'est le genre de gars, vous le mettez à la porte, vous le sortez par la porte, il revient par la fenêtre. Mais bon, ça, c'est pas normal par rapport à l'investissement des chauffeurs de taxi. Mais en plus, pour les gens qui font ça, ils ont pas... Enfin, j'imagine qu'ils n'ont pas la même protection sociale. En fait, c'est une déréglementation totale. Alors là, dernièrement, là, il y a eu des rencontres avec un médiateur, là encore, Bois Guillaume, ou Guillaume, je ne sais pas comment son nom. Bon, alors, il y a des pistes de dégager. Maintenant, qu'est-ce que ces pistes-là vont donner c'est un... Et tout à l'heure, vous m'aviez dit, avant qu'on branche le micro, vous m'avez dit qu'il y avait demain, c'est-à-dire le 1er mars, il va y avoir une nouvelle application, il y aura un forfait pour... Oui, les deux aéroports parisiens, forfait, bien sûr, dans les deux sens, et quelle que soit l'heure de la journée. D'accord. Sur ça, on ne sent pas. Donc que vous alliez porte d'Orléans ou porte de Clignancourt, ce qui est l'opposé, ce sera le même tarif. Non, pas de tout. J'ai bien dit rive gauche, rive droite. Ah, rive gauche, rive droite, pardon. C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple Place Saint-Michel. D'accord. Vous êtes à l'association de 4 départements à la Place Saint-Michel. Enfin, vous êtes sur la rive gauche, c'est sûr. Bon. Et automatiquement, et porte d'Orléans, c'est quand même pas pareil, parce que vous avez encore tout à traverser Paris à finir. D'accord. Selon l'endroit où vous passez, vous irez quand même. Maintenant, ça va être des trucs absolument... Ça va, entre guillemets, foutre un sacré bordel, ça, je pense. Exactement. Alors, je reviens à Bénuchot, parce que dans le roman, Bénuchot, qui est un personnage que j'ai inventé, il dit qui vous a connu. Vous n'avez jamais rencontré un chauffeur qui s'appellerait Jules Bénuchot. Ça aurait été incroyable quand même, non? Vous n'avez pas connu Monsieur Blickenstoffer, qui était le chauffeur de taxi de mon enfance, le Suisse, vous n'avez pas... Non, ça serait extraordinaire que vous me disiez, oui, il y a eu un gars qui s'appelait Bénuchot. Oui, mais... Non, il n'a pas existé. Non, je sais pas, on peut le dire quand même, oui. vous comprenez oui. Si, je peux dire que, comme je l'ai écrit, suggéré, si on peut... c'est moi qui... Je l'ai transporté comme client. Oui, voilà. On a causé. Oui. Et puis, on a parlé du métier. Et puis au bout, on a échangé nos téléphones, et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et il y a beaucoup de cas d'ailleurs dans la réalité qui se produisent comme ça. Des gens qui deviennent chauffeurs de taxi en allant parler avec quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi pas, d'accord. Donc ça me rassure, parce qu'en fait, Bénuchot, il n'est pas sorti uniquement de mon imagination. Je me suis pas trop bien expliqué. Écoutez, je crois j'ai fait le tour. Ah si, il y a quand même une question. Je voudrais vous poser, parce que quand on s'est vu il y a 2 ans et demi, vous m'avez parlé, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez pris des célébrités? Et vous m'aviez dit, j'ai pris Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est exact. J'ai trouvé ça Oui, j'ai pris Jean-Paul Belmondo, mais j'avais dû vous dire aussi que les célébrités, c'est qu'il appelait les dernières, il appelait les taxis radio beaucoup. Ouais. Et que moi, d'une part, je ne suis pas physionomiste pour dessous. Vous n'aviez pas vu que c'était lui?
Ah si, quand même, parce qu'il est arrivé en façade, puis Belmondo, on le reconnaît. Il allait voir sa mère à d'Enfer Rochereau. Non, il venait de voir sa mère. Oui, j'ai emmené chez son père, là, à côté de la place Saint-Michel. Et puis, d'autres personnalités, il y en a certainement qui sont montées dans la voiture, et sans que je les reconnaisse. Vous avez fait attention. Il y en a un qui avait toujours un gros cache-nez, là, que je l'avais emmené une fois aussi, mais je ne me rappelle plus des noms, tout ça. Et est-ce que vous avez, parce que vous avez pris votre retraite il y a pas loin de 20 ans, vous êtes toujours en contact, j'imagine, avec des anciens collègues qui sont restés des amis Il y en a de moins en moins, parce que beaucoup sont partis en province. D'accord, ils ont pris leur retraite en province. Oui, beaucoup. Et puis donc vous êtes resté ici. Ah oui, absolument. Alors on est où là? On est à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, oui. Et donc vous êtes resté, vous n'avez pas eu envie de prendre votre retraite au bord de la mer. Ma femme encore moins, mais c'est tout. Mais enfin, nous on a nos descendants qui sont ici, on ne peut pas se plaindre. Nous sommes dans une période actuellement, avec tout ce qui se passe, il y a des collègues qui disent « je ne veux plus entendre parler du métier ». Ah oui, ça les a écœurés, tout simplement. On est solidaires avec ceux qui subissent, hein, parce que dans le fond, c'est eux qui nous ont acheté nos licences. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que quand vous partez, pour quitter le métier, il faut revendre sa licence. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a jamais été obligatoire, mais c'est recommandé. Mais si vous ne la vendez pas, vous ne touchez pas l'argent, quoi. Ah, mais sans aucun doute. Oui. C'est quand même étrange. J'en ai connu qu'un qui n'a pas voulu la revendre volontairement. C'est un militant CGT. Il a dit, il avait sa conscience pour lui. Il a dit, j'ai toujours lutté contre, je ne veux pas la vendre. C'est tout. Il est parti comme ça. Ça a changé, quel regard vous portez par exemple depuis qu'il y a eu les compagnies, la fameuse compagnie G7, c'était les gens qui travaillaient, il y a une expression dans le métier par rapport à la compagnie G7, je ne sais plus ce que c'est, qui n'est pas très gentille pour la compagnie, je ne sais plus. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de salariés, à la G7 ou ailleurs. C'est plus des salariés. C'est ce qu'on appelle des locataires. D'accord. Voilà, alors donc... C'est un peu comme des auto-entrepreneurs, non? Des locataires, oui, mais à un niveau beaucoup plus... Oui, c'est légal. Hein. Comment ça se passe? Ils louent la voiture, pour les charges sociales, tout ça. S'ils prennent la radio de la G7, ils payent un supplément, et d'autres informations. Il y a même les taxis bleus et la G7 ont un service de première classe, ils appellent ça comme ça. Hein. Club affaires, voilà, c'est le mot. Et il faut savoir parler une langue étrangère. Ah oui, c'est la moindre des choses. Au minimum. Et vous parlez un peu non, pas du tout. Et alors, en plus, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, mais enfin, mais oui, alors ce club affaires, c'est les VTC qui sont en train de leur faire du tort. Et pourquoi? D'accord, c'est complètement leur créneau. Évidemment, ils travaillent avec des entreprises. Avec le taxi, vous ne saviez pas combien vous allez payer, parce que c'était en fonction du temps d'attente, de la circulation, et tout, tandis que maintenant, vous allez à tel endroit, ça fait tant, et puis voilà. Alors ça, il n'y a plus les surprises. Ça va leur faire du tort. Et en fait, je vais peut-être être ma dernière question, parce que j'ai sûrement d'autres questions à vous poser, mais qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais en fait, chauffeur de taxi, c'est l'humanité dans le rétroviseur, mais c'est une aventure incroyable, parce que vous êtes toujours... vous changez de vie toutes les 5 minutes. Ah, ben c'est sûr, oui. Vous partez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez... Sinon, vous n'avez jamais eu de problème d'agression, de choses comme ça? Ah, bah si, j'en ai quand même eu 3. Et les mauvais payeurs aussi, j'imagine. Ah, bah oui, les mauvais payeurs, oui, les motifs, tout ça. Moi, j'étais peut-être un peu trop naïf aussi, mais enfin, maintenant, on n'entend plus parler d'agression et on ne va pas s'en plaindre depuis un moment, là, quand même. Hein. Mais enfin... enfin, je m'en suis sorti parce que je ne suis pas naturel, trop rien, mais enfin, ça laisse quand même des traces. Hein. Alors, voilà pour ça. Donc vous avez eu votre vie de chauffeur de taxi, évidemment, la question idiote, vous ne regrettez pas du tout d'avoir fait ça? Absolument pas. C'était à refaire. Non, je ne regrette absolument pas. Et d'autant plus que la mienne, bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures dans la rue, mais... parce que ça a été complété par ma vie militante au syndicat des artisans et à la Chambre des métiers. Hein. Alors donc, j'ai une masse de souvenirs assez... Vous avez été un militant syndical chevronné?
Bon, Chevronnet, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Oui, Mais enfin, oui, oui. Et là aussi... Est-ce qu'il y avait autant? Parce que maintenant, je crois qu'il y a une quinzaine de syndicats de taxi. Oui, il y a des associations, oui, des petits trucs, collectifs, tout ça, ouais, comme ça. ouais. Mais des vrais, non, il n'y en a pas autant que ça. Pas tant que ça. Non, on ne peut plus savoir maintenant exactement qui fait quoi. Mais enfin, Ouais. ils se désintéressent aussi parce que ce qui fait maintenant, c'est qu'il y a des groupements. Par exemple, les Portugais se sont tous regroupés. Ouais. Il y a des organismes de crédit qui se sont créés pour essayer de payer la licence, parce qu'il n'y a pas tellement d'années qu'on peut avoir les licences avec du crédit. Ouais. Hein, c'est depuis peut-être 85. Ah oui. Ah oui, parce qu'avant... Il fallait payer cash. Ah oui, on s'est débrouillé à emprunter de l'argent ou quelque chose. C'était quand même un énorme investissement. Exactement. Ouais. Et bon, évidemment, on ne peut pas imaginer ça, mais vous imaginez maintenant, chauffeur de taxi, en 2016, ça ne doit quand même pas être facile. C'est la grande inconnue. C'est un autre métier, c'est un métier qui est en danger de mort. C'est ça, Alors, l'autre fois, je discutais avec, je ne sais plus qui, avec quelqu'un, dans la rue, je crois. Quelqu'un qui me disait, avec les voitures Google, là, sans chauffeur, et les robots, ça va faire disparaître le métier de... Ah oui, je sais, j'ai un peu de mal à y croire, ça. J'ai du mal à imaginer que les gens investissent de l'argent dans les voitures sans chauffeur, les voitures électroniques, là, sans chauffeur, et qu'il y ait en plus, a fortiori, des taxis conduits par des non-conducteurs, quoi. Ça, ça me fait un peu penser à de la science-fiction, mais... Oui, d'accord. Non, parce que ces gens-là, il faut toujours bien qu'ils se garent au bout de l'endroit où ils vont aller, et puis ramener la voiture. Non, il y a autant d'essais comme ça. C'est vrai qu'il y a une multitude d'essais partout, mais non, il faut voir. Mais enfin, je dis, les ventes de licences, tout de suite, sont totalement au point mort. Hein. Et pour cause. Personne ne va avoir l'idée bizarre de... Si quand je dis, il ne sait pas de quoi ça sera fait sa licence, alors ça ne marque pas. Alors, ça en est là. Hein. Et espérons que ça va se stabiliser. Quoi. Enfin, c'est pas évident. Hein. Déjà, si ça pouvait ne pas s'aggraver, ce serait déjà, déjà bien. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est pas... Bon, et alors, si vous ajoutez à ça tous les aléas de la circulation, malgré les couloirs, ça ne solutionne pas tout. Hein, faut pas... Et je l'ai connu comme client. Oui, c'est ça. Donc je vous repose la question. Donc Jules Bénichou, vous l'avez bien eu comme client dans les années 62. Oui, c'est ça qui nous a mis en contact. D'accord, Jules Bénichou. Donc il existe bien, Jules Bénichou. Comme il est venu au taxi, et c'est à ce moment-là qu'on se rencontrait, et puis que j'ai pu le juger en tant qu'homme, quoi. D'accord. Hein, donc, il n'avait pas un caractère tellement facile. Non, il était assez taciturne. Oui, mais c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quand même, Bénichou. C'est ce que je dis aussi. Mais il ne fallait pas trop l'embêter. Il était un peu bourru. Et alors, c'est le contraire de vous, parce que vous, Robert, vous êtes... sauf si vous cachez bien votre jeu, mais je ne pense pas que vous ayez... je pense que votre tempérament, vous avez le tempérament de quelqu'un qui est un homme gentil. Et c'est pour ça que moi j'essayais de tempérer dans le milieu des... D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps chauffeur de taxi. Au bout de 4 ans, il a eu des problèmes, il a été dénoncé par un client. Mais enfin, comme on dit, il y a goûté. Il y a goûté, c'est ça qui est intéressant. Il y a goûté 4 ans alors que vous êtes resté... Est-ce que maintenant, ça sera peut-être le mot de la fin, vous êtes toujours un chauffeur de taxi? Ah bah j'y pense toujours beaucoup. Enfin, et vous prenez le taxi parfois, ça vous arrive? Bon, l'autre fois, on l'a pris, pour aller à la gare Montparnasse. D'accord. 5 avec des bagages. C'est tout, sans ça, non. C'est un samedi matin. D'ici pour la Montparnasse, ça roule vite, sans ça. Ailleurs, on va plus vite pour être un peu. Puis dans Paris, on n'y va pas. Les deux filles sont là en banlieue, alors... merci Robert, merci de nous avoir reçus.